une journée n'attend pas l'autre pour qu'un revirement quand même fasse un peu brûler et beaucoup d'émotions dans l'air. Les États-Unis, de plus en plus, là, semblent isolés là, sur la question palestinienne. Keir Starmer, 2 jours après là, Ah. avoir rencontré Donald Trump, tout sourire, là, a annoncé qu'il reconnaîtrait un État palestinien en septembre. Il fait suite évidemment à l'annonce d'Emmanuel Macron, tout ça, mais quand même beaucoup de pression là, pour qu'on arrive à une solution plus rapide, là, Luc, dans le dossier d'Israël et de la Palestine. Écoute, la nouvelle, c'est comme si on avait synchronisé notre discussion d'hier avec la nouvelle qui allait sortir ensuite. Donc, on disait au plan économique, au plan diplomatique, dans une certaine mesure au plan militaire, les Américains qui, sous Donald Trump, font vraiment America alone, hein, les Hmm. États-Unis seuls plutôt que Great Again, donc ou America First. Donc, la nouvelle de Keir Starmer, ben, on dit même que les deux hommes, le premier ministre et le président américain, en ont discuté ensemble de cette question-là. Et on a eu pour le moment à peu près que des mots de la part du président américain. Donc, lui a insisté sur l'aide humanitaire, disant qu'il y avait des gens qui souffraient vraiment. Mais je ne vois pas encore là de pression ou de sanctions contre l'allié israélien. Et le gouvernement de M. Netanyahou, puis M. Netanyahou lui-même, continuent d'en faire à leur tête. Donc, on a dégagé des corridors, hein, une Mhm. faible circulation pour l'aide humanitaire, mais absolument rien pour compenser à ce dont on a besoin. Et bien sûr qu'on va revenir vers le Hamas si on est Israël, hein, en disant, puis Donald Trump leur a même dit la semaine dernière, allez jusqu'au bout, écrasez-les. Mais est-ce que lutter contre le Hamas justifie, je pense que poser la question, c'est y répondre, mais est-ce que ça justifie tout ce qu'on voit sur le terrain, les scènes horribles d'une population qui est en manque de tout, puis il va s'en dire du nécessaire. Donc, de plus en plus, Donald Trump est isolé. On va même être isolé au Conseil de sécurité de l'ONU, Hmm. qui ne voudrait pas, parce que c'est, faut le préciser, hein, pour M. Starmer, c'est au mois de septembre, s'il n'y a pas amélioration notoire ou notable, pardon, de la situation. Et donc, les Américains vont être isolés aux côtés d'Israël. Il y a quoi? C'est le trois quarts des pays de la planète qui sont prêts à reconnaître un État palestinien. Donc, la pression, encore une fois, est sur Donald Trump. Et il y aura toujours, à mon avis, une démarcation très nette entre répondre de manière justifiée à une attaque terroriste et faire ce qu'on fait présentement sur le terrain. Donc, Hmm. on en a discuté la semaine dernière, puis encore une fois, malheureusement pour les civils qui manquent de tout, mais encore une fois, ça revient dans l'actualité, sans qu'il y ait, je me répète, mais amélioration sensible de la situation. Oui, on sent qu'il y a quand même le vent a quand même un peu tourné là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Israël, effectivement, là, qui a un certain droit là, qui a tout à fait le droit de protéger ses Oui, frontières et d'assurer la tout à sécurité de, fait. de sa population. Mais on sent que dans comment dire, le Vox Populi, là, notamment à l'échelle internationale, les Ouais. grands leaders, je pense qu'avec les photos qu'on a vues là, d'enfants qui meurent de faim là, carrément, là, puis évidemment, les forces militaires israéliennes qui tirent là, sur des civils qui viennent se nourrir au point de rassemblement, ça a créé quelque chose là, comme une onde de choc, tout en reconnaissant à Israël un certain droit maintenant là, de gérer la frontière. Je pense qu'on veut que quelque chose se passe. Donald Trump, lui, qui avait promis une résolution d'un conflit en 24 heures, là, on sent qu'il veut pas déplaire à M. Netanyahou, à la population d'Israël, aux Juifs de manière générale, même au sein des États-Unis. Mais comment tu penses qu'il... Je veux dire, on pense qu'il aimerait une résolution au conflit. Là. On ne pense pas que M. Trump se réjouit de la souffrance des Palestiniens. Comment tu sens qu'il va réagir à cette pression là, qui s'accroît autour de lui? Jusqu'à maintenant, je vois des similitudes entre l'attitude face à Vladimir Poutine et l'attitude face à Netanyahou. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que Netanyahou ou encore Vladimir Poutine de son côté font miroiter à Donald Trump? Mais ce ne sont, je me répète, mais à peu près que des mots. Tout comme la réponse de M. Netanyahou. M. Netanyahou, le premier ministre, il était très sensible, du moins en mots, puis relativement rapidement aux images dont tu parlais, puis à l'indignation sur la planète. Mais est-ce que le geste qu'il a posé, puis cette ouverture là, à des corridors pour acheminer l'aide humanitaire, est-ce qu'on peut faire plus et on peut faire mieux? Ou si, en se limitant à ce qu'il fait présentement, il ne fait pas que gagner du temps,
puis miser, en tout cas, il l'espère, sur une certaine division à moyen terme. Donald Trump est dans une drôle de position. Chez lui, il est, tu me pardonneras l'expression populaire, à fond la caisse sur l'antisémitisme. Il a tordu des bras des universitaires. Il a plus que menacé. Il avait littéralement cessé l'envoi de subsides fédéraux à Columbia, qui n'en faisait pas assez pour l'antisémitisme. Mais ce qui se passe avec la bande de Gaza, ce qui se passe avec les Palestiniens ou encore avec Israël, on parle plus d'antisémitisme. Là. On parle littéralement d'affamer, puis dans certains cas, d'abattre des civils. Donc, M. Trump aurait eu déjà besoin de bouger, et la réponse de Netanyahou est jamais à la hauteur, si ce n'est que dans une stratégie visant à gagner du temps, à poursuivre les opérations en cours. Donc, est-ce que Donald Trump est vraiment prêt à hausser le ton? Est-ce qu'il est vraiment prêt aussi à déplacer un pion dans une région qui est très volatile? Pourtant, il y a des voisins d'Israël qui sont prêts à le faire puis qui attendent que les Américains se positionnent plus fermement dans ce dossier-là. Mais après 6 mois, écoute, je pense que les progrès, si progrès il y a, sont très timides. L'ONU a quand même parlé de pire scénario de famine aujourd'hui à Gaza. La famine, là, je pense pas que ça soit dans le droit international un recours qui est permis à qui que ce soit. Bref, écoute, on va continuer de suivre ce dossier-là en espérant qu'il y ait une forme de résolution. En même temps, tu sais, puis je suis toujours, moi, ça fait depuis que je suis enfant qu'on parle de ce conflit-là, évidemment, israélo-palestinien. Je suis toujours un peu dans l'expectative de comprendre un État palestinien géré par quelle forme politique, dans quel contexte, c'est quand même un État qui serait partiellement enclavé. C'est très, je veux dire, c'est une vue de l'esprit, j'ai l'impression quand même, quand on dit ça de même, là, un État palestinien. Là, ouais. Oui, voilà. Quand on parle d'État palestinien ou de reconnaissance de l'État palestinien, ça, c'est l'argument de négociation. C'est la pression qu'on exerce. Maintenant, entre ça et le côté très, très pratique, pratico-pratique, pragmatique, le Hamas était devenu, finalement, le Hamas était plus que la branche armée terroriste. Le Hamas était aussi, voilà, est particulièrement influent. Quand on parlait d'éducation et de santé, de plus en plus, on passait par le Hamas. Donc, c'est certain qu'on va avoir à répondre à des questions, puis qu'il faudra regarder. Il n'y a personne qui veut que le Hamas devienne le négociateur pour cet État palestinien. Ni le parti au pouvoir, mais je veux dire, si tu ouvres le panier de crabe de la démocratie, il y a quelqu'un qui se présente, c'est peut-être le Hamas, c'est peut-être toi, c'est peut-être Fred, mais je veux dire, mon point, c'est que tu peux pas dire on veut un État, mais on va quand même vous dicter qui sera les partis qui ont le droit de se présenter aux élections, puis qui doit être élu dans une démocratie participative. Il y a quelque chose d'un peu singulier dans tout ça. Encore une fois, je vais, évidemment, on va continuer à en parler, toi et moi, assurément, Luc, mais pour l'instant, on sent bien que Donald Trump là, va devoir éventuellement peut-être changer son fusil d'épaule. On l'a vu faire dans le dossier russe là, avant-hier en disant il ne reste que 12 jours. On ne sait jamais si ces menaces-là, c'est du bruit. Il reste que 12 jours, puis c'est-à-dire qu'il a quand même, il s'est arrangé, bien entendu, pour que les États-Unis soient positionnés favorablement, mais par l'intermédiaire des pays de l'OTAN, il fait quand même parvenir des armes en Ukraine, ce que le Pentagone, en passant, avait cessé sans, dit-on, que Donald Trump l'ait su. M. Hatchett a le droit à beaucoup de marge de manœuvre, je trouve, à la tête de l'armée américaine. Donc, on verra. Ça, c'est un autre volet, on n'en a pas reparlé, mais c'est fou le nombre de bourdes ou de décisions fantasques qu'il prend sans être embêté par son supérieur. Mais donc, revenons toujours à Israël. Est-ce que Donald Trump nous réserve une autre de ses surprises ou si c'est encore des paroles, disait la chanson. Donc, on verra. Restez à l'écoute pour le balado Gosselin et la liberté dès cet automne. Nous aurons 8 heures consécutives pour faire le tour d'une question chaque fois. Blague à part. Merci. Voilà. Comme toujours, Luc. N'oubliez-moi pas, les gars, je vais être là dans, Fred sera là. On aura des chapeaux moulés. Depuis que je collabore avec Fred, là, je le suis partout en ligne. Je le cherche là, maintenant. Je suis en train de monter un dossier sur Fred. Fait que c'est, J'ai peur. Bonne fin de journée, messieurs. Bonne fin de journée. Au plaisir.